Quels sont les investissements à éviter en 2025? Dans cette vidéo, je vais te dire ce sur quoi je n'investis plus, ce sur quoi je n'ai jamais investi et je n'investirai jamais, et ce sur quoi je continue d'investir. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas du conseil en investissement. Si tu as un avis différent, tu mets en commentaire ou bien tu viens sur le club. On est déjà plus de 2500 à échanger sur ces sujets. Premier produit sur lequel je n'investis plus, le crowdfunding immobilier. Alors, pourquoi j'étais rentré sur le crowdfunding immobilier? C'était parce que les rendements étaient très élevés, 10, 12%, voire plus, et les taux de défaut étaient nuls, les retards étaient quasi inexistants, et ça a été le cas pendant une dizaine d'années, donc c'était la fête. Mais la crise immobilière est arrivée, et voilà, les prix de l'immobilier ont baissé, les taux d'emprunt ont augmenté et il y a plein de plateformes qui se sont ramassées, les taux de retard ont explosé et les procédures collectives aussi. Et j'ai pu constater quelque chose que je n'avais pas anticipé au début, c'est que bien qu'on ait du collatéral, bien qu'on ait des garanties, c'est-à-dire des hypothèques de premier rang, le problème, c'est que pour exercer une hypothèque de premier rang, il y a des coûts juridiques. Et les plateformes n'ont pas forcément les reins suffisamment solides pour mettre des avocats sur tous les projets et contre tous les opérateurs. Donc ça pose problème. Et aussi, ça prend des années en fait à exercer une hypothèque de premier rang. Et ça, je l'avais pas réalisé au début. Au début, je pensais qu'on récupérait le bien, on le vendait. Sauf que les prix ça prend du temps. En plus, les prix ont baissé, etc., etc. Ce que j'ai pu constater aussi, que j'avais pas anticipé au début, c'est qu'il y a une donnée qui est manquante et et c'est difficile d'analyser correctement un projet si on n'a pas les engagements des opérateurs dans la totalité des projets dans lesquels ils sont engagés. C'est-à-dire, vous avez un marchand de biens, vous avez un opérateur, on ne sait pas s'il est engagé dans plein d'autres opérations. La donnée est manquante en fait. Dommage. Voilà, bon bref, il y a plein d'autres raisons. Je suis sorti de ces investissements. Deuxième produit sur lequel je n'investis pas, j'ai jamais vraiment investi, c'est le peer-to-peer lending. Donc c'est les plateformes de prêt. Voilà, donc c'est trop opaque, trop illiquide. Même si les taux sont parfois alléchants, parfois ça peut monter jusqu'à 14-15%. Bon, ça après c'est un peu trop beau pour être vrai. Voilà, j'ai pas forcément confiance dans les plateformes. Il y a eu beaucoup de faillites aussi dans ce domaine-là. Donc voilà. Donc là, j'ai jamais vraiment investi. Et puis difficile d'analyser. Contrairement au crowdfunding, on a quand même plein de données, même s'il y a quelques données qui sont manquantes pour avoir quelque chose de précis. Sur le peer-to-peer, là, il y a carrément, il y a rien, quoi. Il y a pas grand-chose, quoi. Il y a la plateforme et les données qu'elle veut bien nous fournir. Bon. Troisième produit sur lequel je n'investis plus, j'avais investi à un moment donné, et heureusement que j'en ai pas mis trop, ce sont les plateformes crypto. Plateformes, c'est-à-dire que les cryptos centralisés, voilà, et faire du staking, je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait du staking par exemple sur le UST, sur Luna, etc., à plus de 20%, enfin bref, c'était un peu la fête. Et sauf que voilà, toutes les plateformes enfin pas toutes, mais quasiment toutes, se sont effondrées, des faillites en cascade, Celsius, FTX, CoinLoan, BlockFi, Sri Capital. Bon bref, il y en a tout, et encore aujourd'hui, hein, tous les mois, il y en a qui se gaufrent. Aucune traçabilité en fait des fonds, c'est pas ce qu'ils font avec les cryptos. Donc là, ça c'est je pense que je reviendrai pas sur ces plateformes crypto. À moins qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une régulation, qu'il y ait des audits, etc., que je reprenne confiance. Mais là, honnêtement, je vois pas. Même un Binance, je veux dire, on m'annoncerait demain que Binance fait faillite, que je dirais, ouais, ok. Donc voilà, donc ça, j'investis plus. Les SCPI, alors les SCPI, j'avais investi sur les SCPI, j'avais commencé à investir, j'avais investi sur 4 SCPI, pas énormément, mais l'idée en fait, pourquoi j'avais investi dessus, c'est parce que en fait, je me suis dit que c'était plus simple que mon immobilier physique parisien, et garder à distance, surtout que je ne veux jamais rentrer en France, donc voilà, c'est à 10 000 km, c'est une cata, c'est vraiment l'investissement le moins passif qui existe, à chaque fois tu as peur, donc je me suis dit je vais revendre tout ça, et quitte à rester exposé à l'immobilier, je vais prendre des SCPI qui sont autogérés, d'accord, il y a des gérants, des machins, comme ça j'en entends plus parler. Ouais.
Sauf que, donc ça c'était l'idée, revendre l'immobilier physique pour aller vers de l'immobilier papier, mais version SCPI. Okay, sauf que j'ai pu constater un certain nombre de choses. D'abord, bon, les SCPI, je le savais, mais sans vraiment m'y être confronté, bah, c'est totalement illiquide. Il n'y a pas de marché de SCPI, donc quand tu veux revendre, c'est des valeurs qui sont déterminées, des valeurs comptables en fait, qui sont déterminées, et une SCPI peut perdre de la valeur, même parfois beaucoup. Et parfois même beaucoup plus que de l'immobilier physique. Donc par exemple, on a eu des variations de prix de SCPI qui ont été de moins 20%, moins 30%. Donc je dis, si c'est pour avoir ce type de volatilité, autant aller directement sur les foncières cotées, parce que qui sont cotées sur le marché. Au moins là, pour revendre, je vais pas avoir de problème. Donc il y avait ce point que j'avais pas vraiment réalisé, que j'ai pu y faire face sur cette volatilité, cette baisse en fait des prix immobiliers, que j'ai pas eu une baisse comme ça honnêtement sur l'immobilier physique depuis 10-15 ans à Paris. Hein. Voilà, la fiscalité des SCPI qui est catastrophique et qui, même si on est résident fiscal étranger, bah, ça reste la fiscalité des revenus fonciers français. Voilà, donc c'est pas la meilleure, elle est moins bien par exemple que sur mon immobilier physique au niveau des locations meublées, c'est optimisé fiscalement, alors que là vraiment c'est vraiment une cata. Les déclarations fiscales au niveau des SCPI qui sont une catastrophe totale, c'est-à-dire que moi j'avais 4 SCPI pour déclarer, j'ai passé des heures en fait pour, je sais pas, ceux qui ont des SCPI vous devez savoir, pour aller agréger toutes les informations qui viennent un petit peu au compte-gouttes, parfois même qui arrivent après les périodes de déclaration, donc je me suis vraiment pris la tête, je me suis dit vraiment si c'est ça, je perds des journées entières pour déclarer, je me suis dit non merci. Les frais qui sont gigantesques, qui sont très importants sur les SCPI, notamment des frais d'entrée, des frais de gestion, donc il y a vraiment beaucoup de frais. Voilà. J'ai tout revendu. Et quand j'ai revendu, j'ai pu observer quelque chose, c'est que j'ai dû justifier. J'ai dit, pourriez-vous, je souhaite revendre mes parts de SCPI. On dit oui, pourquoi? Je dis, je n'ai pas à fournir d'informations. Si vous ne nous dites pas pourquoi, quel est là le motif de vente de votre SCPI, nous ne pouvons pas procéder à votre demande. Merci. Ouais, c'est moche. C'est vrai que moi je suis plus, en fait, je me rends compte au fil des années que tout ce qui est illiquide, tout ce qui est hors marché, tout ce qui est dépendant d'une plateforme, machin, en fait, ça me saoule. Avoir une interaction humaine, ça m'intéresse pas. Moi, quand je veux vendre, je veux cliquer sur le bouton vendre, et c'est tout, et je veux que ça soit vendu dans la milliseconde. Produit sur lequel je n'ai jamais investi, alors j'investirai pas, c'est plutôt une manière d'investir, c'est le PEA. Le PEA, donc le plan d'épargne en action, bah, en fait j'ai pas de PEA parce que ça n'a aucun intérêt, vu que comme je suis à l'étranger, donc résident fiscal à l'étranger, bah, je n'ai pas à optimiser fiscalement mes plus-values d'actions, mes dividendes, mes machins, puisque tout ça, ce sont des revenus financiers qui sont donc taxés dans mon pays de résidence fiscale, c'est-à-dire 0. Voilà. Autant choisir un pays de résidence fiscale, autant choisir du 0%. Autre produit sur lequel je n'investis pas, l'assurance vie. Donc l'assurance vie, bon, les produits en unité de compte qui sont dispo, c'est très faible. Il n'y a pas beaucoup de produits disponibles, les frais sont juste énormes, c'est opaque, et en plus, on n'est pas vraiment propriétaire de ce qu'on met dans son assurance vie, hein, c'est au nom, quand on regarde au niveau du dépositaire, c'est la compagnie d'assurance vie qui est propriétaire de ce que vous mettez à l'intérieur, si vous mettez des fonds, des ETF, etc. Donc c'est vraiment, c'est moche. J'ai eu par le passé, il y a très longtemps, des assurances vie, en plus je me souviens que j'avais 2 assurances vie, j'ai dû clôturer, j'ai mis des mois pour clôturer assurance vie, pareil. Pour ouvrir, c'est facile. Pour sortir, bah voilà, on n'est pas face à un marché, on est face à des gens dans un bureau qui peuvent avoir envie de procéder à votre demande ou pas. Voilà, bon, c'est très sous contrôle de l'État aussi, donc c'est-à-dire que dans une période de l'histoire où la France est une cata totale avec une dette abyssale, où ils se demandent comment ils vont récupérer de l'argent, et essayent de gratter là où il y a l'épargne des Français, donc l'immobilier. On a vu les taxes foncières exploser, etc. Bon, on est clairement vulnérable avec de l'immobilier, voilà. Mais les assurances vie, qui sont ces produits d'épargne par excellence des Français, donc s'il faut taper quelque part, ils vont taper là aussi.
Donc voilà, donc ça vraiment à éviter à tout prix. Voilà. Autre élément sur lequel je n'investis pas, c'est les business physiques. Je n'investis pas sur les business physiques parce que j'ai pas envie de m'en occuper, parce que j'aime pas avoir des associés, j'aime pas travailler avec les gens, j'aime pas, voilà, et j'aime pas. Et puis c'est quand même, il y a beaucoup d'aléas, par exemple les restaurants, les business. Il faut vraiment mettre son nez dedans, faut être derrière, faut être. Des fois il y en a qui me disent Marc, vas-y, monte un gogo club, monte un gentleman's club, monte. Derrière c'est que des emmerdes. Je serais peut-être à une autre période de ma vie où j'aurais vraiment besoin de gagner peut-être beaucoup d'argent, etc. Mais être derrière et vraiment tous les jours y aller, etc. Bah, peut-être j'aurais fait ça. Aujourd'hui, c'est derrière moi. Donc pas d'investissement en business physique. Voilà. Autre chose sur laquelle je n'investis pas, c'est le private equity. Private equity, ça revient beaucoup en ce moment. Je trouve qu'il faut vraiment se plonger dedans. J'ai ni la motivation ni rien. Et puis en plus, voilà, on reboucle sur l'opacité. On n'a accès à rien, pas accès ni au. Je prends même sur les éléments comptables en fait. Faut aller se taper les bilans, les comptes de résultats, essayer de comprendre ce que fait l'entreprise, essayer de voir qu'est-ce qu'est l'état de la concurrence. Ça nécessite vraiment de rentrer pour essayer de trouver quelques pépites dans un océan de boîtes qui vont fermer. Donc voilà. Non merci. Voilà, donc tout ça je fais pas. Qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, je fais déjà. Qu'est-ce que je conserve en fait comme investissement? Alors top que je fais déjà depuis très longtemps, c'est les ETF sur indice action. Voilà, génial. Je suis content. Ça capte la croissance mondiale. On capte la croissance des plus grosses boîtes du monde, en particulier les tech américaines. Donc voilà, c'est liquide, génial, on prend pas la tête, on achète, on vend une milliseconde, on est bon. Donc là, j'ai vraiment pas eu aucune déception, en plus ça fait quasiment que monter. Parfois, il y a des petites crisounettes, des petites guerres, des petits machins. Je sais pas si vous avez vu les courbes. Tout le monde s'excite, oh là là, on a perdu 20%, et puis 6 mois plus tard, le truc il est reparti encore plus à la hausse. On est sur des ETF monde ou des ETF S&P 500, on est sur une croissance sur du long terme. Si vous faites de la DCA, on est sur du 10% à peu près par an. En moyenne, attention, parce que si vous achetez et que vous prenez une petite crisounette tout de suite, vous allez faire moins 30 direct. Je ne fais pas de conseils en investissement. Risque de perte partielle ou totale en capital, vous connaissez, il y a tous les disclaimers. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je suis content aussi, c'est les actions. J'en fais quelques-unes, j'ai réduit un petit peu mon portefeuille d'actions, mais globalement, j'ai conservé quelques actions en secteur de l'énergie, des secteurs très défensifs, des grosses capitalisations qui versent des très gros dividendes. Donc là, c'est vraiment du revenu passif. Les ETF, tout ça, pareil, pour moi, c'est des revenus passifs. Donc on est bon. Donc actions, je continue. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est quoi? Il y a 1 ou 2 ans, c'est les obligations d'État. Okay. Donc, investir dans les obligations d'État, les obligations en direct. Okay. Alors, je prends les pays qui sont les mieux notés. Je ne prends pas les pays en faillite et qui versent des rendements très importants, que je trouve importants. Alors, on a aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Voilà, donc ça je fais un petit peu et j'ai construit ma poche obligataire alors que les taux ont monté, donc je suis très content en fait d'être re-rentré en fait sur ce marché et je fais des ETF obligataires où dedans il y a 15 000 obligations et j'ai pas à me prendre la tête avec la maturité en me disant tiens quand la maturité va être quand ça va être échu, il va falloir que je réinvestisse, oui mais est-ce que les taux seront encore machin, je prends pas la tête, je mets directement ETF obligataire. Voilà, donc ça, je suis content et je continue à le faire, mais à surveiller évidemment, puisque les pays sont très endettés, donc voilà. Bon, il pourrait y avoir des faillites aussi. Tout est risqué, il n'y a rien, c'est de l'investissement.
Ce que je fais, je suis très content aussi, c'est les ETF sur métaux précieux, principalement ETF or et un tout petit peu ETF argent. Je commence un petit peu à regarder l'argent, le ratio or-argent, etc. Mais globalement, 98% de mes ETF matières premières, c'est de l'or. J'en ai pas mal maintenant dans mon portefeuille. Je suis super content parce que évidemment l'or a explosé et continue d'exploser tout le temps. Donc c'est vraiment c'est fabuleux, fabuleux. Et surtout dans la période actuelle, avec le cash qui est bloqué de partout, ils font n'importe quoi, impression monétaire, enfin bref, inflation, machin, donc cata totale. Donc il reste en fait les valeurs refuges aujourd'hui, bah, c'est l'or, ça l'a toujours été, l'immobilier, discutable, et puis est-ce que le BTC est une valeur refuge? Je vais faire un référendum. Donc ça c'est ETF Or, donc ça je continue de faire, de réinvestir, hein, quand je fais ma DCA tous les mois, bah, je réinvestis un peu là-dessus. L'or physique, alors l'or physique, j'en avais eu beaucoup, j'avais tout revendu parce que bah, j'avais changé de pays, donc je me suis dit, on ne peut pas traverser une frontière avec de l'or physique. Je parle pas de 2000 €, hein, je parle de, si vous avez, je sais pas, un portefeuille de 200 000 € d'or physique, vous n'allez pas le trimballer avec vous à arriver à la douane avec ça. Hein. Donc or physique, là, dans la situation actuelle où les comptes sont bloqués en Thaïlande, en machin, tout le monde s'excite, les transactions, TracFin, de machin, de partout, tu sens que le monde centralisé est très énervé, et les banques veulent combattre tout. Blanchiment, corruption, machin, enfin bref. Donc là, l'or physique, comme j'ai récupéré pas mal de cash, bah, je pense que je vais réinvestir, je vais réinvestir un petit peu dans de l'or physique, je suis en train de voir, ici en Thaïlande. Je fais pas encore les plateformes, parce que je sais que vous allez me dire, oui Marc, à Singapour, il y a plein de plateformes, Gold Bullion, machin, Bullion Star, je sais pas, toutes vos plateformes là, machin, Gold Avenue et compagnie. Pour moi, toutes ces boîtes-là, chaque fois que je regarde, c'est n'importe quoi, c'est des frais de fou, c'est des petites lignes dans les contrats, c'est une cata totale. Donc j'ai pas encore trouvé, j'ai rien à vous recommander là-dessus. Pourtant je peux vous dire qu'ils me contactent pour faire de l'affiliation. Mais le jour où j'en trouve une qui vaut la peine, si vous en avez, vous mettez en commentaire, j'irai voir. Mais à chaque fois, pour moi c'est de l'arnaque. Donc voilà, continue. L'immobilier physique, alors immobilier physique, moi je voulais m'en défaire, parce que ça me saoule, c'est pas passif, en plus moi je suis nomade, je veux jamais revenir, tout ça, donc ça me saoule. Mais en fait, dans la situation actuelle, bah, je vois ça comme une contrainte, presque comme un devoir, parce que vu qu'il y a un risque de blocage des comptes de partout, bah, ça fait que c'est quelque chose qui est un petit peu hors du système bancaire, voilà. On n'est pas hors du système étatique, hein. L'État peut faire n'importe quoi, mais on est hors du système bancaire. On ne peut pas vous appeler, monsieur, veuillez justifier X, Y, Z, sinon on retire votre acte de propriété. On n'a jamais vu ça, peut-être en temps de guerre. Voilà, donc là, bon, bah, je vais probablement garder en fait de l'immobilier physique. Moi, j'ai l'immobilier en France et en Thaïlande. Dernier élément. Les cryptos, donc les cryptos décentralisés, hein, sur un wallet froid ou un wallet chaud, mais pas sur une plateforme crypto. L'idée fait son chemin de plus en plus, hein, l'idée fait son chemin. Par contre, évidemment, si je le fais, bah, je pourrais pas communiquer, parce que sinon, bah, je vais me faire kidnapper. Donc, voilà. Donc... Aujourd'hui, en tout cas, j'en fais pas. C'est pas la peine de me kidnapper, il n'y a rien. J'ai un portefeuille, il n'y a rien. Enfin, j'ai quand même un petit peu, je crois que j'ai 16 000. Sur 16 000 $, je vais pas me faire kidnapper quand même. Enfin, j'espère pas. On m'a dit que c'est à partir de 100 000 $ qu'on se fait kidnapper. Donc je risque de pas trop communiquer là-dessus. Donc acheter du Bitcoin, ouais, ça fait son chemin. L'idée fait son chemin dans la situation critique dans laquelle on est au niveau mondial, et ça va pas en s'arrangeant avec ces banques qui sont dangereuses. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous faites de votre côté. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.